Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle série de machines à écrire. Et aujourd'hui, on a l'immense bonheur de recevoir un très grand écrivain de la langue française, Laurent Mauvignier, que nous lisons passionnément depuis une vingtaine d'années, avec un renouveau. Le dernier, effectivement, était tout à fait différent, Histoire de la nuit. Et je dois dire que pour les étudiants aussi de NYU, c'est un privilège de pouvoir l'écouter parce que ils le lisent. Même, nous avons même quelqu'un qui fait une thèse sur lui, Laetitia Deleuze, au département de français. C'est dire que l'attente est forte. Alors, on n'en finit plus de retarder le moment d'être vraiment ensemble, flesh and blood. Bon, et on attend impatiemment. Alors, on attend impatiemment Laure parce qu'elle continue sa série, heureusement. Et merci Laure d'accepter aussi de continuer ce système de Zoom qui commence à devenir vraiment frustrant. Mais bon, on va sortir un jour du virtuel, c'est sûr. Et donc, Laurent Mauvignier, bienvenue à la Maison française. Et Merci. je laisse bien sûr Laure organiser cette conversation. Eh bien, je suis très heureuse, François, de recevoir Laurent Mauvignier à l'intérieur de ce cycle d'écriture et de littérature, parce que l'irruption de Laurent Mauvignier à l'intérieur du paysage littéraire français il y a une vingtaine d'années a été quelque chose qui, pour moi, a été synonyme d'émotion, de découverte et d'invention d'un style. D'autre part, Laurent Mauvignier a pour moi plusieurs caractéristiques dans la littérature contemporaine. Il traite des sujets politiques de manière frontale, mais de manière aussi extrêmement poétique. Et d'autre part, il arrive à capturer, à l'intérieur de la construction de ses personnages, l'intériorité des états d'âme. Il utilise une langue, en apparence extrêmement simple, mais je crois que son style est très élaboré. Il me fait penser, le style de Laurent Mauvignier, à des improvisations de jazz, par Miles Davis. C'est-à-dire qu'on a l'impression que tout est fluide, mais en fait, ce sont des constructions, extrêmement, pressenties, dans l'imaginaire, et qui ont mûri, je crois, pendant longtemps. Donc la première question, Laurent, elle va, parler d'un texte qui a résonné pour nous en France de manière, très profonde, à la fois par la forme de son écriture et à la fois aussi par, la possibilité que votre écriture arrive à résonner, à l'intérieur de corps de comédiens. Je veux parler, d'un texte qui nous a beaucoup frappés et qui a pu être rendu, possible aussi, sur la scène de théâtre, à la Comédie-Française. Ce texte, c'est Ce que j'appelle Oubli. Ce Mm. que j'appelle Oubli, c'est un monologue et c'est un texte, qui a été porté, par le corps et la voix de Denis Podalides, qui se tenait sur le plateau du théâtre de la Comédie-Française de manière immobile pour dire ce texte. On va peut-être commencer par là, parce que ce que j'appelle oubli est peut-être, emblématique et en même temps porteur, de l'écriture et de votre définition de l'écriture au plus profond de vous-même, Laurent Mauvignier. Ouais, c'est un texte qui est effectivement qui est à la fois particulier pour moi parce qu'il est un petit peu différent dans le sens où c'est pas une construction romanesque comme ça, c'est un geste. C'est un geste, c'est quelque chose qui s'est fait de manière rapide. C'est 60 pages. Mais, euh, mais ce qui est intéressant dans ce travail-là, enfin en tout cas quand je l'ai écrit, j'ai ressenti ça de manière très fortement, c'est que euh, quelques mois avant, enfin depuis quelques mois, j'avais un roman qui s'appelait Des Hommes, qui est sur la guerre d'Algérie, qui était sorti et pendant des mois et des mois, j'ai accompagné ce livre, j'ai beaucoup parlé. J'ai beaucoup parlé en librairie.
Et plus je m'entendais parler, plus j'avais l'impression de jouer l'écrivain, de faire mon petit show comme ça, de parler, plus je sentais la parole en moi qui devenait fausse, qui devenait qui perdait sa nécessité. Et ce que j'appelle oubli, c'est un texte qui est presque venu me chercher euh, pour me dire non, la parole, c'est pas ça, c'est pas cet endroit-là. En tout cas, pour toi, c'est pas cet endroit-là. C'est un texte qui a été très violent dans son surgissement, mais je pense qu'il est venu aussi d'un conditionnement où j'étais à un moment avec un livre qui avait connu un beau succès, etc. Donc je parlais, et toujours avec cette espèce de contrepoint en moi à chaque fois, de se dire non, l'endroit de l'écriture est pas là, l'endroit de la parole est pas là. Et ce texte, mais peut-être, oui, il a touché quelque chose qui est vrai, j'espère, dans tous mes livres, mais peut-être là de manière plus dénudée, quoi, euh, qu'habituellement. Et c'est un texte qui, alors souvent on me dit ça parce que derrière la quatrième de couverture, il est écrit que c'est une fiction tirée d'un fait divers. Et très souvent, du coup, on me parle de ce fait divers. Or, le fait divers a été un déclencheur, mais ce qui a été le vrai déclencheur, ça a été vraiment aussi des espèces de court-circuit d'écriture. Je venais d'acheter pour des amis, je venais d'acheter La nuit juste avant les forêts de Coltès. Et puis, il se trouve que je trouve une affichette dans la rue qui parle de ce fait divers. Et le ton sur lequel elle en parlait, c'était vraiment un ton très Thomas Bernard. Et cette espèce de connexion, c'est ça qui a déclenché ce texte. Et ça a été une fulgurance, mais vraiment quelque chose qui était extrêmement puissant, comme une espèce de soulèvement intérieur, on va dire. Euh, et je pense que c'était aussi vraiment en connexion avec ce rapport à la parole que j'avais depuis quelques mois où je me sentais pas très à l'aise dans le fait de parler d'un travail que j'avais plus le temps d'accomplir en fait. Donc il y avait comme ça, c'est comme si un petit peu l'écriture là était venue un peu me tirer les oreilles pour me dire bon maintenant ça suffit, il faut revenir à l'endroit où ça se passe. À l'endroit où ça se passe. C'est étrange ce que vous venez de dire, Laurent Mauvigné, parce que Des Hommes, qui est un roman, un des plus grands romans, je crois, du XXIe siècle, sur ce qu'on a appelé pendant longtemps les événements d'Algérie et qu'on a appelé ensuite, heureusement, la guerre d'Algérie, parle justement de ce silence à double titre, c'est-à-dire le silence de ces personnes qui reviennent chez eux après avoir fait la guerre d'Algérie et qui sont des taiseux et qui ne peuvent rien en dire et à qui la parole a été confisquée intérieurement, Ouais. mais aussi confisquée politiquement. Or vous, vous venez de dire que vous avez beaucoup parlé des hommes justement et dans ce qu'on appelle oubli, c'est aussi de l'impossibilité de pouvoir parler, de pouvoir se révolter par la parole Ouais. contre une domination sociale, qui est une des thématiques obsessionnelles de ce texte. Ouais, Or, ouais, c'est vrai. ouais, Ouais, donc ouais. écrire, ça veut dire parler à la place des autres pour vous, trouver la voix des autres avec un grand A pour autres? Peut-être, mais en même temps, je peux pas j'ai pas la sensation en écrivant ni de me faire porte-parole, ni porte-drapeau, ni j'ai pas cette prétention comme ça de, mais simplement j'ai l'impression que c'est pour moi un endroit où une parole devient possible, une parole tue, euh, qui peut se mettre à jour, alors que effectivement, soit elle est empêchée dans la vie normale, ou soit quand elle n'est pas empêchée, elle est toujours, j'allais dire, contaminée ou parasitée par un peu dévitalisée, quoi, un petit peu. Et j'ai l'impression que l'écriture peut lui rendre cette espèce de vérité d'énonciation qui fait que quelque chose dans. euh, Parce que c'est ce que vous disiez au départ, et ce qui est très important, c'est que il faut
qu'il y ait un rapport très étroit entre un espace poétique et un espace politique. C'est-à-dire, pour moi, c'est en ça que, par exemple, les livres à message m'ennuient le plus souvent, c'est que l'espace politique, du coup, devient pour moi presque un espace publicitaire ou d'une communication comme ça. Et ça, c'est pas possible s'il n'y a pas la poésie, s'il n'y a pas la force poétique qui va transformer ce message, qui va lui donner sa substance, en fait. Ça, c'est enfin, pour moi, c'est vraiment extrêmement important. Et quand je suis obligé, quand je vais parler d'un livre après, je sens bien que cet espace poétique se réduit au fur et à mesure parce que, voilà, on est dans un champ où on explique, on parle de ce qu'on essaie de faire. C'est intéressant, c'est bien de le faire aussi, mais c'est pas l'endroit où la parole peut toucher quelque chose, où il y a une vibration, euh, euh, ou d'autres. C'est-à-dire que je ne cherche pas à ce moment-là à être en train d'écrire pour les autres, mais si on touche un petit peu cet espace poétique, peut-être que quelque chose peut toucher une parole plus large, une parole qui n'est pas que la sienne à soi, qui devient celle des autres, mais pas euh, parce qu'ils peuvent s'y reconnaître, parce que l'écriture est un espace accueillant. C'est ça qui est important, c'est de trouver cet espace qui puisse suffisamment faire vibrer quelque chose, de produire une vibration euh, où l'intimité des uns des autres peut se retrouver, quoi. Comment Ça, trouver la justesse, justement, des voix? Parce que votre écriture met en scène des personnes, des personnages, des situations, on y reviendra tout à l'heure, qui sont très bigarrés, qui sont très complexes. Et votre style peut changer de cadence, de rythme, de cadrage, mais en même temps, il y a toujours ces constantes qui sont les voix. ouais. Comment trouver la justesse d'une voix et quelquefois du cœur des voix? Ça, je pense particulièrement au roman choral, puisque vous êtes aussi un expert du roman choral, avec Autour du monde. Ouais. Je sais pas, je sais pas si je le trouve ou quand je le trouve, mais je sais quand je le trouve pas, en tout cas. C'est-à-dire qu'il y a un moment, je sais que c'est faux. Alors quand c'est faux, bah, je recommence. Et c'est en ça où là, il y a un travail vraiment de... Je ne sais pas si c'est un travail de précision d'ailleurs, mais il y a des moments où parfois, quand c'est trop précis, justement, c'est pas juste. On se dit, tiens, c'est ça le vrai mot qu'il faudrait dire. Bon, mais en même temps, la façon dont il se ressent n'est pas la façon dont il se dit. Moi, ce que je cherche, c'est la façon dont les mots se ressentent plus que de la précision, justement, de communication, quoi. Et, euh, et parfois, je vois que ça marche pas, que c'est faux. Il y a quelque chose qui est faux. Un mot sonne faux. C'est vraiment quelque chose de musical à ce moment-là. Et, euh, et je me dis que cette musicalité-là, elle retrouve quelque chose de plus intériorisé, quoi. Et quand j'enlève un petit peu Mais ça, c'est une expérience que j'avais faite, pas pour mon premier, mais pour mon deuxième livre, pour apprendre à finir. Je me souviens, j'avais toujours cette description de l'hôpital. À chaque fois, je revenais là-dessus et il y avait quelque chose qui ne marchait pas. Et en fait, c'était le mot hôpital qui ne marchait pas parce que euh, c'est toujours la même chose quand vous entrez euh, un couloir d'hôpital, c'est des sensations tellement fortes, tellement multiples, elles sont bien plus puissantes que ce que peut recouvrir le mot hôpital lui-même, même si le mot, il est censé nous ramener à notre expérience, mais c'est l'expérience qui doit aller vers le mot, c'est pas... Vous voyez. Et pour moi, ça, c'est voilà, c'est une façon à chaque fois de revenir un peu à... euh, je passe beaucoup de temps à... En fait, il y a un mouvement contradictoire un petit peu dans l'écriture, c'est qu'il y a un moment où on essaie de construire quelque chose, de réfléchir à ce qu'on peut écrire, etc. Et puis au moment de s'y mettre, il faut des heures et des heures pour retrouver son espèce d'imbécilité première qui fait que quelque chose va se dénuder, qu'on va aller vers ce qu'on veut. La chose doit surgir d'elle-même en fait. Mais pour ça, il faut renoncer à beaucoup de savoir.
Et alors, c'est embêtant parce qu'en même temps, on travaille beaucoup à construire le livre avec des informations dont on a besoin. Mais pour la guerre d'Algérie, par exemple, c'est sûr qu'on peut pas, il faut quand même beaucoup travailler sur l'aspect historique et tout ce qu'il y a autour. Mais en même temps, la question, c'est de se dire, si je suis avec un jeune soldat de 20 ans, eh ben qu'est-ce que c'est tenir un fusil quand on a 20 ans, qu'on est un petit paysan du fin fond, je ne sais pas moi, de la Creuse. Qu'est-ce que c'est de se retrouver comme ça en Algérie? Qu'est-ce que c'est la peur? Et donc ça demande vraiment, c'est un effort qui est vraiment, pour moi, le plus difficile, c'est ça. C'est de retrouver cet endroit euh, un petit peu, un peu d'enfance qui est celui de l'ignorance, en fait, d'une ignorance parfaite, quoi, et de la découverte de la sensation. C'est-à-dire, comme les enfants découvrent le monde d'un seul coup, il faut retrouver cet endroit où on découvre tout. Et quand c'est un livre un peu historique comme ça, c'est très difficile parce qu'en plus, non seulement il y a tout le vocabulaire à re-ignorer, à réapprendre à ignorer, mais il y a aussi toute la dimension historique, c'est-à-dire que ces personnages, ils ne savent pas ce qui va leur arriver. Alors que nous, évidemment, on a ce recul un peu on a trop d'informations pour le coup. Et donc, c'est qu'il faut les avoir et en même temps, il faut les perdre au fur et à mesure qu'on entre dans le corps des personnages. Il faut être, voilà, il faut être feu de bois, il faut être Abu, il faut partir de ce qu'ils ignorent, autant que de ce qu'ils savent, mais aussi de ce qu'ils ignorent. Ça, c'est très important. Je trouve que c'est à partir de là qu'on peut commencer à toucher quelque chose. Mais par contre, c'est totalement effrayant au moment d'écrire, parce qu'on n'a plus rien. Ben, on a la recherche, de l'imbécilité, Mm. je veux dire au sens de Thomas Bernard. Ouais. Mais ce qui me frappe beaucoup dans votre écriture, et ça, on peut revenir à Loin d'eux ou à Apprendre à finir, ou même, justement au livre sur la guerre d'Algérie, c'est que quand on vous lit, Laurent Mauvigné, on voit des espaces, on imagine des scènes, on voit des corps en mouvement, on voit des personnes, même quand ils ne disent rien, on a l'impression, nous, lectrices et lecteurs, qu'on perçoit ce qu'ils ressentent. Et revenons à Apprendre à finir, je crois que ça se passe, près du boulevard périphérique, près de la porte d'Orléans, à Paris, enfin pas dans ce quartier-là. Et les 2 corps, on les voit dans un espace qui est un espace évidemment géographique, mais qui est un espace aussi philosophique. Mm. Et je me demandais si votre écriture n'avait pas à voir avec, une forme d'existentialisme ou avec une forme de phénoménologie. Je ne sais pas en fait ça. Ce qui est très, mais sans doute parce que c'est évidemment c'est des lectures moi qui sont fondatrices tout ça. Donc ça forcément ça traverse tout, ça c'est certain. Je suis un enfant de ça d'une certaine manière. Mais mais c'est vrai que par exemple pour ce livre-là, ce qui était très curieux quand j'ai commencé ce livre, j'avais deux frères dans une maison. L'un était alité, l'autre tournait autour dans la maison. C'est-à-dire la seule chose qui est restée de ce livre, c'est sa configuration spatiale. Euh, Au fur et à mesure, et j'ai écrit des centaines de pages, j'arrivais pas, je trouvais pas la solution. Il y a quelque chose qui sonnait faux, justement. Puis un jour, il y a cette femme de ménage qui est venue me souffler à l'oreille, c'est pas ça du tout ton histoire, je vais te la raconter ton histoire, un petit peu par exaspération, quoi. Et, euh, et ce qui est resté, c'est ça, c'est son mari alité, elle qui tourne dans la maison, et l'espace comme ça. C'était vraiment, oui, une question d'espace. Les êtres étaient vraiment reliés par des questions d'espace. Ça n'a pas bougé. Et c'est vrai que d'un livre à l'autre, ça m'a aussi beaucoup troublé entre. Je me suis dit que
par exemple, mes premiers livres sont toujours dans des maisons. C'est des endroits assez refermés, c'est des histoires de famille avec des gens comme ça. Puis à un moment, je me suis dit, il faut absolument que je sorte, il faut que je m'en sorte, quoi. Faut s'en sortir de tout ça. Et alors, pour m'en sortir, je me suis dit, je vais faire un truc un petit peu... J'avais lu de Lillo à l'époque, j'avais été très impressionné par Outre-Monde. Et puis, c'est comme ça que je suis arrivé à Dans la foule avec l'histoire du Wesel. Et donc, bon, puis je fais mon histoire avec mon stade et tout ça, avec plusieurs pays d'Europe et tout. Puis au fur et à mesure, je me dis, mais un stade, en fait, c'est quand même un huis clos. C'est quand même un endroit fermé comme ça. Et puis, d'un livre à l'autre, ça s'est ouvert, ça s'est ouvert. Et puis, je suis arrivé à Autour du monde. Et la façon dont j'ai travaillé, j'avais mis mon plan comme ça sur le mur. Et puis, alors, j'essayais de construire des choses, des relations de personnages. Je me disais, bon, s'il y en a un qui arrive, par exemple, d'Amérique du Sud, ça va se passer en Israël. Et puis après, ça sera la Russie, mais du coup, il viendra de là, etc. Et la façon dont au bout d'un moment, mais je sais pas, j'avais déjà 300 pages, quoi. Au bout d'un moment, je me dis, mais en fait, merde, je suis con, je fais pas possible. Je suis en train de faire la même chose, c'est la même chose que Loin d'eux. Sauf qu'au lieu de passer du salon à la chambre, il passe d'un continent à l'autre. Mais en fait, et là, ça prenait presque une dimension politique aussi, c'est-à-dire qu'il y avait vraiment cette question, la Terre est une maison, c'est une seule et même maison. On peut faire ce qu'on veut, c'est une seule et même maison. Et simplement, je changeais d'échelle, là où j'avais la naïveté ou la prétention de croire que j'allais changer que j'allais pouvoir me libérer de quelque chose, mais enfin pas du tout. En réalité, c'est à une autre échelle le même huis clos qui se reproduit et c'est toujours vraiment lié effectivement à des questions d'espace, systématiquement. Et, Mais autour du monde, on peut dire que effectivement, ce qui est très impressionnant, c'est la composition chorale de ce livre, c'est, la dispersion des lieux. Mais il y a 2 choses qui sont fondamentales, c'est les comment dire? Les connivences, les affinités secrètes mm, qui lient un chapitre à l'autre. Ce ouais. qui fait que ce n'est pas du tout un roman avec plusieurs récits qui sont séparés les uns des autres. Il me semble que le travail de l'écriture consiste à permettre au lecteur de surfer d'une histoire à l'autre pour dégager un sentiment océanique du monde. Et pour moi, en tout cas, ce livre, c'est le grand roman de la mondialisation, effectivement, où, où nous sommes tous connectés, que nous le voulions ou non, Ah ben, c'était exactement quelle l'objet. que Moi, c'est soit vrai que notre appartenance géographique. Et la ouais, ouais, littérature peut décrire ça. ouais. Mais c'est vrai que c'est un livre qui a été cette dimension-là, elle n'a pas vraiment été bien perçue quand le livre est sorti. Euh, Moi, c'est vrai que je me suis beaucoup agacé sur ça parce que j'entendais beaucoup dire oui, oh, c'est un roman. Non, ce sont des nouvelles. Et, mais je dis, mais pas du tout. Je ne peux pas bouger. D'ailleurs, à tel point, j'avais une histoire en plus que j'aimais bien en plus, mais que je n'ai pas pu mettre dedans parce que je voyais bien qu'elle était, ça ne s'articulait pas. Et, et toutes les histoires, par exemple, au milieu du livre, on a l'histoire des Australiens qui font un petit peu qui vont faire leur terrain de chasse en Afrique. On a ensuite un Anglais, mais dont les parents sont africains, où il y a toute une histoire avec ses enfants, sur un rapport pour le coup à une autre vision du colonialisme. Et puis après il y a les pirates près du Yémen. Pour moi, ces trois histoires-là sont totalement liées, l'une répondant à l'autre. Pour moi, les pirates et les Australiens, c'est une réponse. Mais alors évidemment, les personnages n'ont rien à voir entre eux, ils ne se connaissent pas, mais en même temps, ça dit quelque chose. L'un est quand même dépendant de l'autre. Et c'est vrai que le livre est tissé de plein de choses comme ça. Et la première chose, évidemment, c'est l'écriture qui effectivement est le mouvement et bon, alors peut-être la métaphore de la vague, mais pour moi, ça c'était Dynamique extrêmement même. important.
la grosse vague, le Ah bah, tsunami. ouais. Ouais, ouais. Parce que l'unité de temps, c'est celle-là. Mmh. C'est celle d'un drame de l'histoire qui affecte tous les continents et qui va avoir des répercussions partout. Ouais, tout à fait. Mais Est-ce c'est qu'il tout, reste ça fait aussi partie des petites choses, par exemple, on peut imaginer quand il se passe ça quelque part dans le monde, si à l'autre bout de la planète, vous avez un jeune couple d'amoureux en train de se jurer fidélité, mais il y a dans CNN votre bouquin? derrière. Ouais, Pardon? c'est ce qui se passe dans votre bouquin Ouais, d'ailleurs. tout à fait, Le ouais. couple d'amoureux. Ouais, et c'est vrai que s'il y a CNN derrière qui est en train de raconter une apocalypse pareille, évidemment, tout est complètement, ça ne peut plus être les mêmes histoires. Tout ce qui se dit, à quel que soit l'endroit, est quand même forcément euh, affecté par ça, quoi. C'est, J'ai appris que quand vous étiez plus jeune étudiant, Laurent Mauvigné, vous vouliez être peintre et que vous avez fait des études, ouais, dans une école de beaux-arts et que tout ouais. d'un coup, vous avez tout laissé tomber. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, en fait, j'ai pas tout laissé tomber. C'est plutôt la peinture qui m'a laissé tomber. Non, non, parce qu'en fait, moi, j'avais commencé à écrire pour le coup dès l'enfance. J'avais commencé à écrire dès l'enfance, et puis à un moment, vraiment, j'ai eu euh, une espèce dans l'adolescence, une espèce vraiment de révélation que l'écriture était vraiment quelque chose de très d'effrayant, en fait, quoi. Dans ce qu'on disait d'ailleurs tout à l'heure, dans ce rapport à une recherche d'un lieu comme ça, de vérité humaine. Et en fait, adolescent, ça m'a totalement terrorisé. Et comme je absolument pas la force de rien faire, bah, du coup, je suis allé vers les beaux-arts, et j'ai adoré ça. J'aime beaucoup ça. D'abord parce que ça me sert encore beaucoup dans l'écriture, en fait. Et ça m'a appris la matérialité des mots, des Comment? phrases. J'ai Ah découvert oui, Novarina, par exemple, là-bas. Et je venais juste d'arriver aux Beaux-Arts, il y a Novarina qui est venu faire quelques jours comme ça. Euh, et ça a été une espèce de sidération. Je me dis, tiens, et c'était une autre approche des mots et de l'écriture. Et donc, ça m'a énormément, énormément servi. Mais la peinture, euh, j'aime toujours beaucoup ça, la peinture, enfin, un petit peu tout d'ailleurs. Mais c'est vrai que voilà, il y a un moment, bah, la littérature est revenue, l'écriture est revenue, alors que j'avais très peur de ça. C'est revenu au fur et à mesure, au départ dans des petits carnets, en découpant des textes, en faisant des trucs totalement expérimentaux. Puis au fur et à mesure, j'ai recommencé à écrire. Et puis, euh, et puis voilà, les histoires sont revenues, mais j'avais très peur de ça. C'est pas tellement du coup un abandon des beaux-arts, c'est que je sentais que, je sais pas, mon centre de gravité n'était pas forcément à cet endroit-là. C'est très parlons de vos étrange l'écriture pour ça. parlons de vos titres, Laurent Mauvigné. Ils sont très philosophiques, vos titres. Si on prend Loin d'eux, si on prend Apprendre à finir quand même, c'est dingue, hein, c'est absolument dingue. Autour du monde, ou tous vos titres, on reviendra au dernier titre un peu plus tard tout à l'heure, mais continuer, apprendre à finir. Pourquoi ces titres qui sont comme des proclamations existentielles? Ben, je sais pas, en fait, c'est comme le reste, dès que j'essaie autre chose, je n'y crois pas, en fait. Donc, Mais le titre vient d'abord ou non, il jamais. s'impose? Non, alors c'est très étrange parce que pour le théâtre, par exemple, pour ce que j'appelle l'oubli, c'est vrai que il y a une espèce de surgissement du titre dans le livre. D'un seul coup, il jaillit un petit peu différemment du reste, et donc d'un seul coup, je dis, tiens, c'est le titre. Ce que j'appelle l'oubli, je me dis, mais tiens, ça, c'est le titre. Et après, je me dis, bon, ok, je pose le titre comme ça, mais je me dis, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça me raconte? Quel est l'endroit de ce titre? Je ne sais pas. Et puis je l'ai gardé, et au fur et à mesure, j'ai compris pourquoi. Ce que le livre voulait me dire de ça. Euh, mais c'est vrai qu'il y a des livres où,
des livres où ça ne vient pas facilement, d'autres où c'est venu aussi conjointement avec Irène Lindon, hein, où on était tous les deux à chercher. Mais c'est très étrange parce que c'est pas, une fois encore, c'est pas du tout comme ça une chose de. C'est pas, je me dis pas, je vais chercher un livre qui serait porteur de sens, un titre qui serait porteur de sens comme ça. C'est que d'un seul coup, il m'apparaît qu'il tient en fait. Moi, j'ai l'impression qu'il faut qu'il tienne poétiquement comme ça, suspendu dans l'air tout seul, et qu'il ait suffisamment cette espèce d'évidence qui rejoint une fois encore, mais un contenu, mais qu'il ait une puissance formelle, une évidence formelle qui est bon, c'est ça, c'est là. Et c'est D'abord très la parfois forme. D'abord la forme. ouais, d'abord la forme. Ouais. C'est par la forme que c'est possible. S'il n'y a pas la forme, il n'y a rien. Mais il faut que cette forme, évidemment, il faut que cette forme, elle soit accueillante. Il faut que la forme, elle puisse recevoir le contenu qu'on veut bien lui donner. Il y a des formes, si c'est juste, c'est pas pour être joli, quoi. Et la forme, c'est le style? Ou c'est encore La- autre chose? Non, pour moi, c'est totalement indissociable. C'est vraiment indissociable. C'est-à-dire que c'est une façon c'est une façon de penser l'ensemble, en fait. Quand on parlait tout à l'heure de penser l'espace, je ne peux pas penser l'intériorité d'un personnage si je ne pense pas son extérieur, la façon dont il va traverser une pièce, la façon dont il va aller s'asseoir. Pour moi, ça dit ce qu'il est, ça dit ce qu'il est intérieurement. Et donc, il faut, dans la forme, dans l'écriture, trouver le mouvement qui va être. Ça marche complètement ensemble. Je pense que c'est pour ça qu'on peut les visualiser d'ailleurs. C'est-à-dire que c'est vraiment une façon d'allumer une cigarette, une façon de s'asseoir, une façon de se lever, une façon. Pour moi, ça dit tout des gens. Moi, c'est ce que j'aime quand je regarde les gens. Moi, je passe ma vie à regarder les gens. J'adore m'asseoir sur une terrasse comme ça, je regarde les gens, je m'invente les histoires qui vont avec. Et parce que c'est très émouvant, en fait. C'est quelque chose de très, très émouvant. D'agaçant aussi, parce que ça peut être très énervant, mais c'est souvent très émouvant parce que tout de l'intérieur, tout se dit par l'extérieur. Et dans l'écriture, pour moi, il y a quelque chose de cet ordre-là. Quelque chose qui rejoint une question de forme. Et on peut se dire comme ça, c'est formaliste, c'est extérieur, etc. Mais pas du tout, en fait. Je pense qu'il faut passer par l'extérieur pour capter l'intérieur. Quand on veut trop capter l'intérieur, il y a parfois des choses qui me dérangent, ou dans des livres, ou dans des films. Quand on veut trop dire l'intérieur des êtres, on les manipule en fait. On ne respecte pas l'espace. Il faut respecter un espace entre eux et nous. On va toucher l'intérieur, mais j'allais dire par incidence. C'est parce on va tourner autour, on les regarde, on les appréhende dans les deux sens du terme. Et pour vraiment aller chercher de quoi l'intérieur pourrait être fait, ce dont on n'est jamais sûr non plus, quoi. Alors que si on le fait de manière trop volontariste, c'est-à-dire, tiens, on va faire une femme comme ça, qui est comme ça, comme ça, comme ça, c'est peut-être plus scénaristique et efficace, mais c'est toujours un petit peu fabriqué, quoi. Alors que parfois, si on le prend un petit peu différemment, ah oui, mais elle fume sa cigarette comme ça. Moi, par exemple, Continuer, c'est un livre qui a commencé comme ça. Je ne savais pas du tout de quoi ça me parlait. J'avais cette femme qui était à 3 heures du matin en train d'écraser une cigarette. euh, et je comprends qu'elle attend son fils, etc. Et l'histoire peut commencer à naître et les personnages à se développer, mais c'est parce qu'il y a un geste, c'est parce qu'il y a un corps, c'est parce qu'il y a un mouvement. Et tout ça va totalement ensemble euh, dans la vision des personnages et des situations, mais aussi il faut qu'il y ait un parallèle avec l'écriture à ce moment-là. C'est-à-dire que la forme, le style doivent se rejoindre pour aller chercher tout ça, quoi. C'est un mouvement totalement épuisant, parce qu'il faut y revenir sans cesse, en fait. Donc, en ce sens-là, oui, c'est beaucoup de travail, parce que
faut capter vraiment voilà, ce mouvement. Qu'est-ce que c'est être à 3 heures du matin en train d'attendre son fils dans l'angoisse comme ça, se dire tiens, j'allume la télé, je ne regarde pas, je vais prendre une bière, je reviens, je refume une autre cigarette, etc. Je pense à autre chose. Comment on le capte ça? Comment on capte cette vérité extérieure et ce à quoi elle renvoie? Tout ça, c'est pour ça que j'ai tendance à avoir des phrases qui se rallongent, c'est parce que j'ai quand même l'impression qu'une phrase en elle-même n'est jamais capable de saisir ça, quoi. Donc il faut toujours courir après, quoi. La littérature ne doit jamais être une offense à l'intériorité psychique de chaque personnage que vous créez. Ah ouais, ça Il c'est faut certain, oui. toujours que l'écrivain s'arrête là. Ah oui, C'est pour ça qu'on a une sensation, nous, en tant que lectrices et lecteurs, très forte, d'une espèce, et c'est un peu idiot ce que je vais dire, je m'en excuse, mais d'une espèce de dignité de l'écriture et de la fonction de l'écrivain par rapport à ce qu'il va nous donner à partager, à mmh, partager. ouais, Et là, si on pense par exemple à Continuer, quand elle attend son fils et puis que vraiment elle y arrive pas quoi, et elle le voit qui sombre. Elle le voit devant ses yeux, il sombre de plus en plus, elle va jamais réussir à l'en sortir de cette espèce de trou où cette adolescence se fout. Et puis elle-même, alors c'est ça qui est extraordinaire dans votre écriture, Laurent Mauvigné, elle-même, elle ne sait pas qu'elle a la force. Elle ne sait pas qu'elle possède une force inconnue d'elle-même. Mais vous, en tant qu'écrivain, vous allez lui donner de la force. Et elle-même, elle va se mettre en marche, dans tous les sens du terme. ouais, ouais, c'est vrai, mais j'ai envie de dire, d'une certaine manière, c'est elle qui me donne la force de lui trouver cette force. C'est-à-dire que je vois bien qu'il y a quelque chose qui si vous voulez, il y a toujours le moment où je me dis, heu, un livre comme ça, je suis dans l'écriture, je me dis: «Mais pourquoi je l'écris ce livre? Pour pourquoi je pourquoi faut-il que j'écrive ce livre-là et pas un autre? Pourquoi faut-il que j'écrive tout court déjà à ce moment-là, mais pourquoi ce livre-là et pas un autre?» et et je me dis: «Mais qu'est-ce qu'elle me demande? Qu'est-ce que ce personnage me demande de lui faire dire qu'elle ignore elle-même, en fait?» Ça, c'est pour moi, ça, c'est vraiment un truc très important, cette dimension-là. C'est vraiment à chaque fois, hem, j'ai l'impression que les personnages me demandent de les aider ou de les aider à aller à la découverte d'eux-mêmes, mais qui est aussi une partie que j'ignore moi au moment où je commence le livre. C'est-à-dire tout le trajet du livre, souvent, c'est cette découverte que le personnage va faire de lui-même aussi, quoi. Mais c'est pas du tout programmatique comme on peut le faire dans des scénarios. C'est vraiment quelque chose qui, au fur et à mesure, par des petits détails, va apparaître parce que c'est par exemple, pour continuer, je me souviens, j'écrivais le matin, l'après-midi, non. La nuit, toutes les nuits, je me réveillais à 3 heures du matin et de 3 heures à 5 heures, j'étais avec mon personnage, souvent avec elle, euh, et puis je repensais à ce qui s'était passé le matin, en fait. Et j'ai repensé mais comme c'était toujours dans une espèce enfin ces moments étranges de l'insomnie, quoi, qui sont sur c'était pas, et donc c'est des choses qui sont très troublantes. Puis de se rendormir là-dessus, je prends jamais de notes la nuit, par exemple. Ça, je refuse totalement de le faire parce que justement, ça doit être traversé euh, par des sensations un petit peu d'oubli, de choses comme ça qui vont. Le matin, je me lève, du coup, je suis traversé par c'est un peu nébuleux, c'est un petit peu bizarre. Alors, je reprends ce que j'ai fait la veille, puis je dis, ah non, en fait, c'est pas ça. C'est pas exactement ça. Alors, je reprends un petit peu, je retricote, détricote et retricote ce que j'ai fait la veille, et puis malgré tout, ça avance. Ça avance un petit peu. Et au fur et à mesure, parce que l'intimité, c'est un lieu d'intimité qu'il s'agit d'aller chercher, quoi. Donc, au fur et à mesure, je les connais bien au fur et à mesure, parce que je passe beaucoup de temps avec eux. Donc, au fur et à mesure, il y a des choses que... En fait, c'est arriver à comprendre des choses d'eux, euh,
avant de les savoir. C'est-à-dire que Avant de les savoir, c'est-à-dire avant que les personnages eux-mêmes le avant que sachent. les personnages le sachent, mais même avant que moi je le sache vraiment. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a une intuition de quelque chose qui naît comme ça. Et donc, moi, j'aime travailler sur cette intuition dont je ne sais pas ce qu'elle me dit, parce que c'est là qu'il se passe quelque chose. Parce que quand je sais trop ce que je veux dire, ça devient un petit peu plat et un peu pas très intéressant, quoi. Il y a des gens qui font ça très bien, mais moi, je ne sais pas faire ça. Non, Et mais c'est pour ça qu'il y a toujours l'effet de surprise existentielle à l'intérieur de votre écriture. oui, mais sans doute qu'il y a quelque chose qui est lié à moi, c'est ce que j'aime dans les livres que je lis aussi. Donc, du coup, c'est vrai que c'est. Mais c'est curieux parce que parfois, après, du coup, les personnages comme ça, des fois, dans la rue, j'ai l'impression des fois de les croiser dans la rue, d'en rencontrer quelques-uns comme ça. Euh, et je me dis, tiens, ça, c'est. Euh, Sibylle, comme ça, par exemple, je me dis, tiens, je pourrais Mais si la rencontrer dans la rue, quoi. votre écriture, on peut dire qu'elle a un effet assez optimiste dans le sens de la possibilité de la réconciliation avec soi-même, parce que justement, pour revenir à Sibylle, au personnage de Continuer, elle-même va faire des choses qu'elle ignorait elle-même et elle va les accomplir alors qu'elle pensait pas pouvoir faire le quart du dixième, du millième de Mm. ce qu'elle va entreprendre, à la fois intellectuellement, psychiquement et géographiquement. Et dans plusieurs de vos livres, et on va venir aussi à Histoire de la nuit, le dernier qui a été publié, il y a toujours cette espèce d'idée sous-jacente à l'intérieur de vos romans, Laurent Mauvigné, qu'on vaut plus que ce qu'on croit nous-mêmes. Ah oui, ça, On ouais, est ouais. beaucoup plus que ce qu'on croit nous-mêmes. Ouais. Et, mais c'est vrai que c'est pour ça que je suis toujours énervé quand on me parle du fait que mes livres sont des livres tristes Ah ou mais pas du tout, déprimants, mais pas du tout. alors que je ne le crois pas du tout. Moi, je ne le crois pas du tout. Je pense au contraire que c'est des petits manuels de combat, mais Ah oui, ça, c'est pas du c'est tout. bien même, Ouais, effectivement. moi, pour moi, effectivement, ça a quelque chose de. Et c'est pas non plus totalement cette question qui serait de la résilience ou quelque chose comme ça. C'est quelque Pas chose de plus. C'est pas. C'est pas un manuel pour aller bien, mais c'est vraiment trouver à l'intérieur de soi. c'est pas un euh, manuel de développement personnel. non, pas vraiment. Mais c'est quelque chose comme ça qui effectivement est de l'ordre de la, oui, de la recherche de la force intérieure, quoi, d'espèce de capacité à découvrir en soi effectivement une capacité de vie. Euh, voilà, pour moi, il y a toujours cet espace où la vie quand même est plus forte malgré tout que la mort, en fait, que la mort qu'on porte en soi. J'entends bien. Alors, je voudrais qu'on parle aussi d'un trait extrêmement caractéristique de votre écriture et qui s'accentue ces dernières années, Laurent Mauvigné, notamment avec la publication d'Histoire de la nuit. Évidemment, tout roman nous invite à suspendre le temps et nous, lectrices et lecteurs, on est conviés à cette suspension ô combien délicieuse du temps quand on ouvre un roman. Mais vous, vous y allez quand même extrêmement fort. Et vous nous avez pas spécialement habitués à une écriture un peu de thriller et cependant, vous avez réussi à suspendre un temps particulier avec Histoire de la nuit et à étirer le temps, notamment dans le premier tiers de ce gros roman, ce roman monde, hein, un peu comme Autour du monde, mais c'est un monde très circonscrit sociologiquement, intellectuellement, physiquement et aussi dans un temps très, très précis de l'histoire de la sexualité française. Mais en tout cas, le premier tiers du livre, on vous suit comme si on assistait à un roman policier alors qu'il ne se passe rien. Et après, les événements vont se précipiter. Mm. Donc, comment maîtrisez-vous le temps? Arrivez-vous à le domestiquer ou pas? Et comment ajustez-vous les différentes temporalités à l'intérieur d'un même récit?
Ah bah, dans ce livre-là, c'est vrai que c'était un petit peu particulier parce que, au départ, c'était un scénario pour un court ou moyen métrage que je voulais faire et puis, au fur et à mesure, heu, pour tout un tas de raisons, je me suis dit: «Tiens, et si j'essayais d'en faire un roman?» et heu sauf que l'histoire était tellement, c'était tellement stéréotypé parce que c'était une question de genre. Vraiment, effectivement, le thriller avec vraiment très codifié au cinéma, ce qu'on appelle le home invasion movie, vraiment tous les films où il y a des gens. Alors, et je pensais beaucoup pour le coup à un film, je pensais à l'avant-dernier film d'Elia Kazan, Les Visiteurs, qui est un film que j'aime énormément. Parce on m'a beaucoup parlé d'Anneke pour Histoire de la nuit, alors qu'en fait, Anneke, j'ai pas du tout pensé à Anneke, mais par contre, j'ai beaucoup pensé euh, à Elia Kazan. Et, euh, et donc, j'ai commencé à écrire le livre avec cette idée-là. Et puis, je me disais, mais qu'est-ce qui sépare quelle est la possibilité d'un roman avec ça? Quelle est sa force là-dedans? Euh, et au fur et à mesure que j'écrivais, je me disais, mais c'est que moi, j'ai le temps. Je peux prendre le temps. Et puis, euh, je suis arrivé à un moment, plus on avançait dans l'histoire avec tout son suspense, je me disais, mais c'est quand même très étrange que quand on voit des choses comme ça, on voit ça au cinéma, on peut avoir peur, mais notre peur, c'est une peur, on n'a pas vraiment peur en vrai. Si ça nous arrive, par contre, on va être totalement terrifié. L'espace, je me dis, mais quelle est l'épaisseur de ce papier à cigarette là qui fait que la même chose vécue ou simplement vécue à travers une fiction, c'est totalement différent. Et ça tient à rien parce que c'est la même chose qui se passe. Donc pourquoi? Et je me dis, je suis sûr qu'on peut trouver un endroit, et je pense que la littérature peut faire ça, peut-être, d'aller chercher cet endroit qui va résonner, j'allais dire, vraiment. Donc je me suis dit, il faut aller chercher ça, pas passer par en dessus, mais plutôt passer par en dessous, prendre une situation un petit peu comme ça, stéréotypée, et aller chercher à l'intérieur de ça ce qui, si on l'éprouvait, nous ferait vraiment peur, nous mettrait vraiment à un endroit. Et qu'est-ce qui produit ça? Au cinéma, bah, vous avez le montage, vous avez tout un tas de trucs qui font que ça dure 1 heure et demie, 2 heures, allez. Mais si vous l'éprouvez, la dilatation du temps, mais ce qu'on connaît tous, par exemple, dans des histoires d'accidents ou je ne sais quoi, la façon dont le temps va d'un seul coup peut se raccourcir de manière totalement folle, ou au contraire s'allonger de manière totalement déraisonnable. Donc je me dis, il va se passer des choses là-dedans. Et puis après, au fur et à mesure que j'avançais, j'étais un petit peu dans le paradoxe de Zénon, et vraiment avec l'histoire de la flèche. La flèche approche de la cible, plus on la regarde précisément, bah, plus du coup elle s'éloigne, plus la cible devient inatteignable. Et j'étais toujours dans ce truc-là. Je me dis, je veux décrire ça. Et plus j'approchais du détail en détail, plus j'essayais de focaliser sur quelque chose, plus cette chose s'éloignait en fait. Donc évidemment, ça prenait un temps. Je dis, bon, je vais regarder ce que la petite fille regarde à la télévision. Et je me dis, bon, si je commence à entrer dans les images qu'elle regarde, je peux ne plus m'en sortir du tout. C'était fou, c'était quand même assez fou ça, à écrire. Et en même temps, je ne mesurais pas du tout, parce qu'effectivement, je ne suis pas du tout un écrivain ni de thriller, ni de polar, etc. Mais je ne mesurais pas du tout que ce livre pouvait faire peur. Euh, y a- ou même être prenant pour cette histoire-là. Moi, je ne le voyais pas du tout comme ça. Pour moi, c'était vraiment une histoire d'écriture, en fait, d'abord, quoi. Et puis, une fois encore, la façon dont les personnages se révèlent à eux-mêmes, euh, comment il s'agissait pour moi d'aller les chercher, d'aller construire leur histoire, d'aller euh, construire c'était quoi ce rapport à la violence, en fait. Aller À la chercher. violence, oui. La violence sociale notamment, qui est une des colonnes vertébrales de votre écriture, Laurent Mauvigné. Mais je vois que le temps passe
hélas, trop vite et je voudrais pas qu'on oublie la question des femmes parce que je crois savoir que vous êtes encore un homme, que vous n'avez Ouais, pas encore, forcément ouais. décidé de faire votre transition. C'est Non, très à la mode, mais pas encore, hein, je non, crois, à non, ma non, connaissance. non, c'est pas prévu, non. Bon, bah, c'est décevant, mais enfin Bah, bon. écoutez, non, mais en Mais même enfin temps, en même temps, j'assume totalement ma féminité en même temps. ah Euh, voilà, alors justement, je ne comprends pas comment on a parlé tout à l'heure, du personnage de Sibylle dans Continuer. Dans Histoire de la nuit, il y a quand même 3 personnages de femmes. ouais. Dans Apprendre à finir, il y a le personnage de l'épouse. Mm. À chaque fois, vous nous entraînez à l'intérieur de l'intériorité, des perceptions, des sensations, des limites, des transgressions, des désirs les plus intimes, heu, de la femme et des femmes entre elles. Ouais, mais Comment et pourquoi? parce que je pense qu'il y a plusieurs raisons. La, la première, peut-être, mais après, c'est quelque chose que je me raconte maintenant, mais euh, la première, c'est que je crois que dans mon enfance, moi, comme je suis un garçon né à la campagne et j'ai passé mon enfance dans un milieu rural, je pense que je n'arrivais pas du tout à m'identifier au modèle d'homme qu'on me proposait. Je pense vraiment que D'abord parce que les hommes étaient des vrais taiseux, et puis ils étaient très absents aussi, et je me reconnaissais pas du tout là-dedans. J'arrivais beaucoup plus à m'identifier à ce que je pouvais voir chez les femmes, à me reconnaître là-dedans euh, mais euh, il y a aussi peut-être l'expérience avec l'enfance de la maladie. J'étais un petit peu à l'hôpital quand j'étais enfant. Je pense que tout ça, ça a beaucoup joué, je pense. Et puis après, pour le coup, je pense aussi que euh, je- ces questions de féminité, de masculinité, etc., je pense qu'elles ne sont pas forcément toujours des questions sexuées, en fait. C'est que chacun. Euh, Moi, c'est une question évidemment que je me pose beaucoup en écrivant, mais pas seulement sur les questions homme-femme, mais parfois, quand on écrit un personnage de petite fille ou un personnage d'enfant ou un personnage une personne âgée ou qui dans des situations. Comment on rejoint ces personnages-là? Comment on essaie de les rejoindre, quoi? C'est, je pense quand même en interrogeant une fois encore en soi cette part qu'on a là de connexion avec ça. Et donc d'une certaine manière, oui, c'est pour moi ça. C'est, et c'est un enjeu, une fois encore, ça c'est un vrai enjeu esthétique pour moi, qui est pas très à la mode, hein. Pour le coup, soyons clairs, aujourd'hui, on aurait tendance à nous dire non, mais ça c'est de l'appropriation, il faut pas le faire. Euh, alors que moi, j'ai tendance à penser que non, c'est plutôt la démarche d'essayer d'aller vers l'autre, d'essayer de dépasser cette petite carcasse dans laquelle nous vivons, quoi. C'est ça qui est Oui, important pour moi. ça veut dire quoi dépasser la carcasse dans laquelle nous vivons? Bah, c'est Ça d'essayer veut dire trouver les mots? Comment? Ça veut dire trouver les mots? Ça veut dire trouver les endroits où les mots sont possibles. Ah, oui, mais alors comment on fait justement pour trouver l'endroit où les mots sont possibles? Eh ben, on regarde les gens et puis on voit comment on regarde les gens. On regarde les gens justement aux endroits où, où eux ne les ont pas, les mots, où il y a une faillite de quelque chose. Là, on se dit, tiens, peut-être à ce moment-là, cette faillite-là, il y a quelque chose qui peut se dire à cet endroit-là. Donc l'écrivain, il parle à la place des autres, pour pouvoir leur donner la parole, parce que depuis le début de votre écriture, Laurent Mauvigné, on peut dire que vous avez, mis en scène, mis en lumière, éclairé intérieurement, des personnes, soit qui n'ont pas le droit
d'avoir la parole dans notre société contemporaine, soit qui n'ont jamais pu la prendre, des taiseux, des taiseux. C'est Ouais, pas parce qu'ils sont taiseux qu'ils pensent pas beaucoup de choses. non, non, c'est vrai, mais en même temps, à chaque fois, j'ai fait ou des monologues, même si c'est pas toujours des monologues, mais au contraire, les personnages, en même temps, ont quand même une très grande conscience d'eux-mêmes en même temps. Ils arrivent à développer une pensée, à dire quand même beaucoup de choses sur eux-mêmes et sur les autres, pour le coup. Mais Euh, grâce à votre écriture. bah C'est-à-dire c'est que oui, vous l'écriture rend ça possible. Ouais. oui, c'est-à-dire que l'écriture leur rend une double dignité, si j'ose dire. Puisque souvent ce sont des personnages taiseux ou qui n'ont pas le droit de s'exprimer. Et là, pour le coup, comme vous, l'écrivain, vous leur donnez une intériorité, une force d'existence et une dignité, du coup, ils existent. Ouais. Et j'ai pas l'impression de leur donner, j'ai l'impression de leur rendre en fait. J'ai l'impression euh, ils l'ont tout ça. Simplement, il faut le mettre au jour. Il faut essayer de le retrouver, quoi. C'est plus dans cette idée-là, en fait. C'est-à-dire, c'est totalement préalable à l'écriture, tout ça. J'ai l'impression que l'écriture, elle va chercher à remonter tout ça, mais et que de ce point de vue-là, c'est pas l'écriture qui le donne, c'est l'écriture qui le rend visible, en tout cas, Mais c'est peut-être. dangereux, l'écriture? Bah, c'est dangereux. Oui, parfois, ça peut être dangereux. Il y a quelque chose de très. C'est à la fois, moi, extrêmement heureux et totalement libérateur et totalement joyeux. Et en même temps, c'est totalement angoissant parce que. D'abord, angoissant parce qu'on n'y arrive jamais. On pressent des choses et on est toujours. Même quand on a l'impression d'avoir trouvé quelque chose, à la fin, on a trouvé quelque chose sur le fait, à partir de l'endroit où on sait que c'est raté. Alors, c'est-à-dire que moi, j'ai toujours l'impression en écrivant une séquence, une situation, une scène, que de toute façon, je ne vais pas y arriver. Je n'arriverai pas à la produire totalement. Donc, mais à partir de cette conviction, et puis c'est une vérité, que les choses ne sont pas les mots et qu'avec les mots, on ne fait que creuser, enfin, qu'essayer de courir après. Euh, il se trouve que parfois, on réussit quand même à peu près à dire quelque chose. Et ça fait remonter des fantômes. Ouais, quand même, il y a beaucoup de. Parce qu'il y a une puissance comme ça, joyeuse dans la nature des personnages, mais il y a aussi parfois quelque chose de très sombre. Pour le coup, on parlait du tsunami tout à l'heure. Pour moi, le tsunami est une vraie métaphore de l'écriture. Dans C'est-à-dire que ça sa... emporte tout. Ça Nous sommes emporte des tout. C'est bulles de aussi sable. dévastateur. C'est aussi dévastateur. Mais votre écriture a beaucoup à voir avec la mort tout le temps, hein? Bah oui, oui, c'est vrai, mais parce que ça, pour moi, c'est une expérience aussi qui est liée à la question du corps, qui est liée vraiment à une question, oui, de souffle, à la question euh, quand on parlait de ce que j'appelle oubli, cette question totalement, mais c'était déjà vrai dans la foule, cette question de la compression de la cage thoracique, cette question du rapport au souffle. Là, je vous ai perdu, Laure. J'ai l'impression qu'on a perdu l'heure de la connexion avec Ouais. Catherine. Mais bon, c'est pas grave parce que de toute façon, on est à la fin de votre entretien avec elle et on va passer aux questions qui sont posées par l'audience. Et vraiment, merci parce que cette conversation est vraiment passionnante. Et je voudrais dire d'ailleurs que quand même, c'est un bonheur de vous entendre rappeler aussi ce que c'est que écrire tout simplement. Vous parliez de mode. J'ai l'impression que, enfin, bon, c'est l'impression que voilà, en tout cas, moi, je considère que, voilà, que vous êtes aussi un phare pour maintenir l'exigence de l'écriture à une époque où on pense que, voilà, que finalement, l'écriture, on s'en fiche, le littéraire, c'est pas important, que l'essentiel, Après, oui. c'est d'arriver au réel Oui. directement, médiation.
Et Ouais. pardon, Laure, Pardon, allô? j'ai repris. Oui, Tu nous entends, Laure? Oui, non, j'ai plus de batterie sur mon ordi, alors j'ai repris sur le téléphone. Pardon, mais c'était la toute fin, hein? Oui, 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 ouais. absolument. J'étais en train de dire voilà, Pardon. que Laurent Mauvigné est voilà, des personnes comme moi un phare pour penser que voilà, l'écriture, c'est pas aller directement au réel, c'est important. Et Laure rappelait, parce que effectivement, vous avez des aînés aux éditions de Minuit qui pouvaient être assez formalistes, mais justement l'inquiétude de l'écriture chez vous, elle est liée. Laure tout à l'heure a employé le mot de phénoménologie, et on sent que voilà, pour appréhender le réel, voilà, il faut y réfléchir, même si ce n'est pas en surplomb, mais Ouais. il faut arriver à trouver l'espace des mots. Il faut capter, comme vous le dites, les déplacements dans l'espace. On l'a très bien entendu quand on vous lit, c'est évident, capter les voix, capter les enchevêtrements aussi de voix, parce que vous travaillez beaucoup sur des narrations avec des voix qui sont multiples. Et donc, ça m'amène peut-être à relayer une des questions qui était posée, sauf si Laure, tu veux continuer. Mais on a des questions déjà qui sont arrivées dans le question-réponse, et je voudrais signaler d'ailleurs à tous nos auditrices et à tous nos auditeurs qu'ils peuvent poser des questions grâce aux questions-réponses, l'onglet qui est au bas de leur écran, Zoom. Et donc, à la suite de ce que je voulais juste exprimer sur la nécessité de l'écriture face à une espèce d'évidence comme ça aujourd'hui de l'écriture plate, d'aller directement au réel comme si on pouvait y accéder comme ça. Il y a une question de Sana Selmi qui demande: peut-on parler d'une éthique de l'écriture chez Mauvigné? Alors, est-ce qu'il s'agit d'une Très éthique? bonne question, très, très bonne question. C'est un peu difficile. C'est un peu difficile. Je me trouve assez mal placé pour y répondre, à vrai dire. Non, ce que je peux dire sur ça, c'est que c'est comme ce qu'on disait tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il y a sur ce qui est juste ou pas. C'est-à-dire qu'il y a un moment, c'est la question de la dignité ou tout ce qu'on veut, mais il y a une façon comme ça d'enchevêtrer un espace poétique avec une question politique, une façon de faire travailler les deux ensemble qui effectivement peut-être pose la question éthique. Il y a des choses, pour moi, en tout cas, je sais qu'il y a des choses qui sont pas possibles. Il y a des choses qui sont Par absolument... exemple, Je ne sais pas, mais au moment où je les croise dans l'écriture ou au moment où je les croise dans l'écriture des autres, je le sais. Je me dis, ça, c'est pas possible. Je n'ai pas d'exemple là qui me... mais je ne sais pas, il y a je sais pas, des façons voilà, c'est bon, on connaît l'histoire au cinéma de questions de ce qu'on peut montrer ou pas montrer. Ça, au cinéma, c'est une question qui a été qui est presque maintenant un cliché, mais c'est aussi vrai pour les livres, c'est aussi vrai pour l'écriture. Alors Laure a nous fait une visite de son appartement, c'est extraordinaire. Pas sûr que ce soit son appartement, mais c'est une chambre d'hôtel. Oui, c'est ça, c'est la chambre d'hôtel. Ouais. Alors, il y a une autre question qui est arrivée de Stéphane Lafourcade qui dit: chez Simenon, dans certains romans durs, on trouve des configurations réduites mais très puissantes et matricielles de lieux d'ambiance et d'atmosphère imbriqués qui vous hantent longtemps après leur lecture. Est-ce un auteur de référence pour vous? Non, parce que finalement, c'est un auteur que j'ai rencontré assez tard, en fait. J'avais déjà écrit plusieurs livres quand je l'ai rencontré. Et c'est vrai que c'est un auteur que quand je le lis, je suis toujours surpris par effectivement cette capacité à produire des espaces parfois qui sont tout simples, mais qui ont une puissance d'évocation c'est vrai que je trouve ça assez rare en fait dans la façon dont ça s'impose et dont ça produit quelque chose. Dans la littérature française au XXe siècle, c'est quand même assez rare en fait.
Et je pense que si j'avais lu ça plus tôt, ça aurait pu effectivement avoir une incidence sur ma façon d'écrire. Maintenant, ça m'intéresse. Ça m'intéresse parce que j'y retrouve des choses qui me, justement, dans la façon dont les personnages évoluent dans des espaces et dont les espaces parlent d'eux, ou en tout cas aident à les construire. Ça m'intéresse toujours. Là, pour le coup, après, moi, c'est pas que je suis un mauvais lecteur, mais je suis toujours en train de lire. J'ai toujours l'auteur qui est derrière moi en train de voir ce qu'il peut, comment les autres font et ce qu'il peut piquer aux uns et aux autres. Je suis toujours en train d'essayer de. Et sinon, c'est vrai que depuis une dizaine d'années, j'en lis régulièrement. Et je trouve ça très intéressant et effectivement très fort sur ces questions-là. Alors, question suivante de Halima Osman. Pourriez-vous dire un peu plus sur l'approche des mots grâce à la peinture que vous avez abordée? Oui, tout à l'heure, quand Laure vous a posé la question, vous avez dit qu'il y avait une question de matérialité, en quelque sorte, par la peinture. Est-ce que vous pourriez développer un petit peu? Oui, j'ajoute que dans le dernier livre, très bonne question encore, dans le dernier livre de Laurent, Histoire de la nuit, une des 3 femmes, Christine, elle est peintre quand même. C'est peut-être pas un hasard. Non, peut-être pas. Peut-être pas tout à fait. Non, il y a dans la peinture, et moi, il y a un rapport à la superposition. Parce que je trouve qu'on ne parle pas souvent de ça dans la littérature, puisque comme ça se déroule, l'écriture. Mais il y a quand même ce rapport. Je me souviens, quand j'étais étudiant aux Beaux-Arts, je me souviens d'un peintre, pour le coup très conceptuel, Rémi Zog, qui faisait des tableaux. Il reprenait. Aïe, 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 ça y est. Cette fois, Non, plus rien. Cette fois, c'est Laurent qui est coupé. Ah. On n'est plus connecté. Donc, on espère que la connexion va revenir. Sinon, Laure, c'est toi qui vas répondre à la place de Laurent. Non, mais ce que je peux dire, non pas à la place de Laurent, mais en tant que lectrice de Laurent passionnée, c'est que dans Histoire de la nuit, donc cette femme peintre qui s'appelle Christine, qui habite la maison d'à côté du personnage principal, Marion, qui est là avec son compagnon et la fille d'un premier amour. Alors, est-ce qu'il revient? Il va se reconnecter. Oui, il est en train d'essayer de se reconnecter. Ouais, ça y est, je vous ai retrouvé. Ah ben voilà. Donc, je n'étais pas en train de parler à votre, à votre place, Laurent. J'étais en train de parler de Christine. Donc, la matérialité de la peinture. Oui, et il y a un rapport au temps. On parlait du temps tout à l'heure, on parlait de la durée. Pour moi, il y a quelque chose comme ça dans la peinture et qu'on a aussi dans l'écriture. Ces espaces où on peut faire, vous voyez, sur certains tableaux, on voit, on voit les repentirs. Vous voyez, ce qu'on appelle les repentirs, où on voit comment un geste a été recouvert par un autre geste. Ça, par exemple, moi, c'est un truc que je fais vraiment, mais systématiquement dans mes livres. Il y a toujours un moment où justement, j'aime qu'on voit quand il y a des petites erreurs ou des petites choses comme ça, de ne pas les effacer complètement, mais plutôt de m'en servir. Plutôt de dire, tiens, là, j'ai pris une fausse route. Non, je ne vais pas la gommer pour faire un récit bien lisse, mais je vais plutôt, au contraire, essayer de me servir de l'accident. Ça, c'est quelque chose qui vient totalement de la peinture pour moi. Dans la façon dont je l'ai étudiée, apprise, appréhendée. Moi, pour moi, une des grandes leçons et de la peinture et des arts plastiques en général, c'est que les accidents ne sont pas forcément deux parcours dans un travail, ne sont pas forcément des défauts, mais peuvent être au contraire une façon une coulure, une tache. Tiens, la question, c'est pas de l'effacer absolument, c'est plutôt de nous dire, tiens, à quoi elle ressemble, qu'est-ce qu'elle nous dit, qu'est-ce qu'elle nous raconte, vers quoi elle nous ouvre plutôt. C'est d'essayer d'accepter l'accident, accepter
une fois encore, c'est toujours la même chose, c'est d'accepter de ne pas avoir le contrôle sur tout, c'est-à-dire avoir un travail très précis d'un côté, mais qui accepte l'accident, qui accepte l'erreur, qui va chercher, même à l'intérieur de ça, comment nourrir de la surprise, de l'étonnement, comment accueillir la vie, en fait. Quoi. Pour moi, c'est ça, c'est une question aussi qui dépasse un enjeu formel, qui est aussi une façon de dire écrire un livre, c'est aussi aller à la rencontre de l'écriture elle-même, en fait, avec ses accidents, avec ses errances, avec ses... Et donc, et ça, je pense que c'est la peinture qui me l'a apporté. Merci. Alors, une question de Claudie Bernard, notre collègue de littérature française, qui vous demande, à propos de Apprendre à finir, vos livres commencent presque tous in medias res. Pouvez-vous en commenter la fin, la clausule? En fait, alors c'est toujours très compliqué de commencer un livre. C'est beaucoup plus compliqué de les commencer, pour moi, hein, de les commencer que de les terminer. Les terminer, j'ai l'impression qu'en fait, je suis sur une voie et sur... Apprendre à finir, Laurent, apprendre Bah à ouais, finir. exactement, exactement. C'est bien le problème. Euh, mais la fin, elle arrive d'un seul coup, elle se trouve. Et puis, alors parfois, on me dit, tiens, la fin est peut-être un peu trop euh, ouverte. Mais la fin, j'arrive toujours à la sentir venir. J'ai l'impression que tout le livre va vers ça. Alors que le début, c'est toujours extraordinairement compliqué de commencer un livre, puisque l'énorme problème, c'est qu'avant la première phrase, il n'y a pas de phrase. Et ce vide-là, dans la série des choses qui sont violentes et un peu douloureuses et un petit peu... c'est avant la première phrase, il n'y a pas de phrase. Et ça, moi, par exemple, c'est quelque chose c'est horriblement compliqué, cette idée-là, en fait. Je ne sais pas comment faire. Alors, des fois, je dis, tiens, on va pas mettre de majuscules et on va commencer par un tiret pour dire qu'on va essayer de... C'est un énorme problème. Donc, vous savez, c'est comme si on disait, euh, on n'entre pas dans la vie, genre, ça commence pas, il n'y a pas un début, milieu, une fin. Vous voyez, voilà, les choses, elles sont déjà là. On arrive, elles sont là. Elles ne nous attendent pas. Et moi, c'est ça me plaît parce que c'est ce mouvement de la vie il s'agit de prendre le train en marche, quoi. Il s'agit de monter dans ce mouvement, quoi. Et de pas de dire, parce qu'une fois encore, c'est toujours pareil, ça. Les écrivains qui vont demander à leur personnage, attendez, asseyez-vous, c'est moi qui vais commencer d'abord. Non, c'est pas ça. C'est l'inverse. L'écrivain, il ferme sa gueule et il prend les personnages et les situations là où elles sont. C'est à lui d'aller vers les autres. C'est pas les personnages qui doivent l'attendre. Donc pour moi, ça c'est extrêmement important. Et c'est extrêmement important de dire au lecteur, la vie ne t'a pas attendu. La vie, elle a déjà commencé dans le livre, à l'intérieur du livre. Le livre commence avant le livre. Ça, pour moi, c'est capital cette question-là. Alors, question suivante. On a deux longues questions, mais comme il y en a plusieurs après aussi, je vais n'en prendre qu'une, de Sarah Fadabini. Merci pour votre belle intervention. Quand vous parliez de la fumeuse de cigarette vous ayant inspiré, je songeais au fragment d'un discours amoureux de Barthes où ce dernier dit que le ravissement amoureux ne repose pas sur la rencontre avec une personne, mais sur des parcelles d'une personne. Par exemple, justement, la manière dont elle écarte les doigts en fumant une cigarette. On a presque une illustration là avec l'heure. Est-ce que... J'ai pas osé l'allumer encore. Est-ce que pour ce qui vous concerne, le va-et-vient entre l'œuvre et la vie se construit aussi, à l'instar du ravissement barthésien, sur la rencontre avec des morceaux d'un être mieux qu'avec un être à part entière? Ah bah je crois qu'on a essayé un petit peu de parler de ça tout à l'heure. C'est vrai que pour moi, il y a comme ça des moments où c'est en ça que la question de la forme
et le fond, comme ça, travaillent tout le temps ensemble, même si c'est évident, et assez évident dit comme ça, mais il y a des moments, des espèces de, oserais-je parler d'épiphanie, de, de, de- d'éblouissement. Moi, c'est peut-être plus un éblouissement qu'une question d'épiphanie d'ailleurs, où quelqu'un apparaît par un geste. Mais effectivement, c'est le côté parcellaire qui justement devient éblouissant parce que c'est une fulgurance, quoi. Il y a le côté, c'est la passante de Baudelaire, quoi. Paf, cette espèce de surgissement, et à partir de là, il y a une invitation. À partir de là, il y a une invitation, et là, quelque chose peut commencer. Donc pour moi, oui, cette dimension-là, elle est extrêmement importante parce que c'est ce qui fait que d'un seul coup, il y a peut-être, à partir de cet éblouissement, un petit espace qui s'ouvre pour pouvoir aller chercher, à partir de là, à construire quelque chose. Ce qui, à la fin, peut donner un roman. C'est-à-dire que c'est voilà, une image qui se déploie dans la durée, quoi. Merci. Question suivante. Quel rôle jouent les images dans votre écriture? Images du passé, images de la guerre d'Algérie. Ces images ont-elles une puissance d'évocation cruciale pour capter la voix des personnages en relation à leur espace? Alors, c'est très compliqué, les images. Pour moi, c'est très compliqué parce que j'ai l'impression que c'est un mot très simple pour dire des choses qui sont parfois pas forcément, qui recouvrent plusieurs réalités. Euh, Après, tout simplement, je peux dire que, par exemple, si on parle des images pour la guerre d'Algérie, par exemple, c'est un livre que moi j'ai commencé à écrire à partir des images de mon père. Alors pour le coup, des images au sens vraiment très concret, des photographies qu'il avait rapportées de là-bas, et qui produisaient d'autres images, puisque j'allais dire, c'était des images où il n'y avait rien en fait dessus. C'est des images à peine heureuses, mais en tout cas, ce pas des images de guerre, c'est des images de jeunes hommes là-bas, voilà, des images qui ne racontent pas grand-chose en fait. Et sauf qu'en même temps, moi j'avais les discours de ma mère qui me racontaient ce que mon père lui a dit en arrivant, en rentrant, qu'il n'a jamais raconté après. Et, euh, et ce fossé entre ces images réelles et les images mentales que ça avait créées chez moi par le récit de ma mère, par exemple l'histoire de la petite fille ou des choses comme ça, moi ça crée ça appelle d'autres images. Ça appelle, ça appelle d'autres images qui sont faites un peu pour combler les blancs, les lacunes. Euh, donc il y a tout ça. Après, on peut dire qu'il y a aussi euh, peut-être la question du cinéma, du mouvement, du théâtre, du corps, euh, qui sont aussi des images. Et, mais pour moi, la question, c'est toujours comment, à partir d'un support réel, enfin, d'images réelles, d'images concrètes, euh, comment arriver à aller vers une image mentale qui, elle, va aller fouiller à d'autres endroits. Mais cette question-là, on pourrait passer de la journée dessus sans problème, hein, vraiment. Parce que je pense à Beckett, à l'image de Beckett. C'est très compliqué là, ce que c'est qu'une image, en fait. Oui. Merci. Peut-être une dernière question. Grag disait que chaque repentir ou fausse piste influençait son texte et laissait des traces. Vous avez parlé quelquefois aussi des pistes, effectivement, de votre travail un peu de dénuement aussi. Hein. Tout à l'heure, vous l'avez évoqué, de se débarrasser du savoir, notamment. C'était très frappant dans votre conversation avec Laure. Et donc, un lecteur attentif pourrait-il entrevoir cela dans votre écriture? Est-ce que dans vos textes, au fond, un lecteur ou une lectrice pourrait trouver quelque chose de l'ordre du repentir? Est-ce qu'il y a des traces de ce que vous n'avez pas écrit au fond? Sur certains livres, je crois oui. Sur d'autres, peut-être moins ou peut-être pas, je ne sais pas. Mais je
pense, oui, que il y a quand même des choses qui peuvent se trouver, et puis des choses parfois qui résonnent d'un livre à l'autre, en fait, aussi, je pense. Aussi, parce que c'est pas toute la question des repentirs et de cette espèce de mémoire comme ça, des sous-couches, ça peut transparaître aussi d'un livre à l'autre. C'est-à-dire que parfois, il y a un personnage qui va être un petit peu boiteux dans un livre, et un autre qui n'aura rien à voir 2 livres plus tard va retrouver par exemple une image presque la même, mais un petit peu décalée. Donc je pense que parfois il y a des choses comme ça qui se... il y a certaines situations, par exemple, où je ne sais plus trop bien dans quel livre ça se passe, parce que je sais qu'il y a certaines images qui sont revenues d'un livre à l'autre, donc je les confonds un peu, et parfois je les ai un petit peu superposées. Donc il y a des choses comme ça qui sont très... j'allais dire même les visages de certains personnages. Je vois bien comment ça chasse un petit peu, ça va un petit peu, c'est des petits pas de côté comme ça, mais en même temps, il y a des persistances. Il y a des zones comme ça qui reviennent, on ne sait pas trop pourquoi, et en même temps, il faut un petit peu les décaler. Là, par contre, là, il y a vraiment un travail je crois que c'était dans ceux d'à côté, où j'avais fait, où j'ai un passage au début du livre, il doit y avoir 2 ou 3 pages, qui se retrouvent exactement les mêmes 2 ou 3 pages que j'avais reprises à la fin, dans une autre situation, mais c'est les mêmes 2 ou 3 pages, vraiment collées et un peu décalées, très légèrement décalées, mais il y avait... parce que là encore, on parle d'un autre phénomène, moi, qui m'intéresse beaucoup, c'est la question de la répétition. De la répétition et de la variation. C'est aussi des choses qui sont absolument passionnantes, et donc moi, ça, c'est des choses comme ça, j'aime cette question du presque la même chose. Ça me plaît beaucoup. Et justement, c'est un petit peu comme la question d'une image qu'on pourrait calquer sur une autre et qui serait juste un petit peu déplacée, et ça créerait cette espèce de vibration, voilà, qui est du ressort après de l'émotion que ça peut procurer. Merci infiniment, Laurent Mauvigné, pour cette conversation passionnante avec Laure. Merci beaucoup, Laure. Et avec vous tous. Il est Ah tard oui. pour vous, et donc vraiment, nous sommes très touchés que vous soyez présents avec nous. Et je voudrais simplement rappeler qu'effectivement, que les étudiants qui suivent le cours de Laurence Marie-Saxe sur votre œuvre, donc vous attendent demain matin. Demain, ouais. Voilà, demain après-midi sans doute pour vous, le matin Ouais. pour nous. Oui, moi, c'est demain à 15h, et je crois que c'est 9h15 pour eux, je crois. Voilà, c'est ça. Voilà. Et ils vous attendent impatiemment. Merci infiniment. Merci beaucoup. Eh ben, Merci, Laurent. Merci beaucoup. Et puis, oula. Merci, Et, Laure. Ça a l'air extraordinaire, cet hôtel, quand même. Hein. Merci beaucoup. Merci.